Imagine qu'il existe encore des endroits sur cette planète où des êtres humains vivent sans jamais avoir vu un smartphone, sans jamais avoir entendu le bruit d'une voiture et sans même savoir que des milliards d'autres personnes partagent la même terre qu'eux. Des endroits où certaines communautés vivent presque comme il y a des milliers d'années, où des savoirs ancestraux ont survécu au passage du temps. Des compétences qui, pour nous, semblent presque surnaturelles. C'est précisément ce genre d'histoire dont Joe Rogan parlait un jour dans un épisode particulièrement fascinant de son podcast. Autour de lui se trouvaient pourtant plusieurs explorateurs ayant passé des années à parcourir certaines des régions les plus isolées du monde. L'un d'eux raconta une rencontre si étrange qu'elle laissa même les chercheurs les plus expérimentés sans voix. Si ces histoires mystérieuses te fascinent, reste bien jusqu'à la fin. Et si tu aimes découvrir les secrets cachés de notre planète, pense à t'abonner à la chaîne, car ce dont nous allons parler aujourd'hui semble parfois défier les lois mêmes de la nature. Pendant cette conversation, un explorateur raconta une expédition menée dans une région si reculée que presque aucun étranger ne s'y était aventuré auparavant. Son équipe avançait à travers une jungle dense, où chaque pas révélait un environnement encore presque intact. C'est alors qu'ils aperçurent un groupe de personnes. Mais quelque chose était étrange. Ces individus communiquaient entre eux d'une manière qui ressemblait davantage à des cris d'animaux qu'à un langage humain classique. Leurs appels ressemblaient presque aux cris de singes. Un des explorateurs comprit immédiatement que la situation pouvait devenir dangereuse. Il avertit ses collègues que ces personnes utilisaient peut-être ce qu'il appelait des appels tinous. Selon lui, ces sons pouvaient être un moyen d'alerter d'autres membres de leur tribu. L'atmosphère devint soudain très tendue. Les chercheurs réalisèrent qu'ils se trouvaient peut-être sur un territoire où les étrangers n'étaient pas les bienvenus. L'explorateur décida alors de se retirer immédiatement avec son équipe. Dans ces moments-là, on comprend à quel point certaines régions de notre planète restent mystérieuses. Car oui, même aujourd'hui, il existe encore de nombreux peuples qui vivent complètement isolés de la civilisation moderne. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir plus d'une centaine de groupes humains non contactés, rien que dans la région de l'Amazonie. Ces communautés ont vécu pendant des milliers d'années en développant des compétences parfaitement adaptées à leur environnement. Certaines de ces capacités surprennent encore les chercheurs aujourd'hui. L'explorateur du podcast raconta également un moment particulièrement intense de son voyage. Alors qu'il traversait une rivière, il glissa soudainement et tomba dans l'eau. Dans une situation normale, cela aurait pu sembler banal. Mais dans ce contexte, chaque mouvement pouvait être observé. Instinctivement, il commença à bouger très lentement et silencieusement. Il expliqua plus tard qu'il avait essayé de se déplacer comme une tortue dans l'eau afin de ne pas attirer l'attention. Cette manière étrange de bouger lui permit finalement de s'éloigner sans être remarqué. Ce genre d'expérience montre à quel point ces rencontres peuvent être à la fois dangereuses et fascinantes. Pendant l'épisode, Joe Rogan expliqua que certaines de ces tribus isolées possèdent des capacités physiques et sensorielles qui semblent presque sortir de légendes anciennes. Certaines histoires parlent de 9 tribus différentes, dont les compétences semblent dépasser les limites habituelles du corps humain. L'un des exemples les plus impressionnants concerne un peuple capable de rester sous l'eau beaucoup plus longtemps que la plupart des autres êtres humains. Dans le monde moderne, les plongeurs utilisent des équipements sophistiqués, des bouteilles d'oxygène et des formations spécialisées pour explorer les profondeurs marines. Mais pour un certain peuple, tout cela est inutile. Ces personnes peuvent encore plonger pendant plusieurs minutes sans jamais avoir utilisé d'équipements modernes. Ce peuple est connu sous le nom de Moken. Les Moken vivent sur des îles et dans de petits villages côtiers entre la Thaïlande et le Myanmar. Beaucoup de gens les appellent les nomades de la mer ou parfois les gitans de la mer, car leur existence est entièrement liée à l'océan. Au lieu de construire des maisons permanentes sur la terre ferme, beaucoup d'entre eux passent une grande partie de leur vie sur des bateaux traditionnels appelés kabang. Ces embarcations ne servent pas seulement à se déplacer, elles sont à la fois maison, lieu de travail et espace de vie pour toute la famille. Les Moken tirent presque toute leur nourriture de la mer. Ils plongent pour ramasser des coquillages, collectent des concombres de mer et attrapent des poissons avec une précision impressionnante.
Leur quotidien consiste souvent à plonger pendant de longues périodes pour explorer le fond de l'océan. Alors que la plupart des personnes du monde moderne ne peuvent rester sous l'eau que 30 à 90 secondes sans respirer, certains plongeurs Moken peuvent retenir leur souffle pendant environ 4 minutes. Mais ce n'est pas tout. Leurs enfants développent une capacité encore plus surprenante. Alors que la plupart des enfants du monde voient très flou sous l'eau, les enfants Moken possèdent une vision incroyablement nette lorsqu'ils plongent. Ils peuvent repérer de petits coquillages, des étoiles de mer ou d'autres créatures marines, même à plusieurs mètres de distance. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que cette capacité pouvait être liée à une adaptation génétique. Mais lorsque les chercheurs commencèrent à étudier cette communauté de plus près, ils découvrirent quelque chose d'encore plus fascinant. À la fin des années 1990, une scientifique nommée Anna Gislen de l'université de Lund se rendit en Thaïlande pour étudier ce phénomène. Elle visita plusieurs villages Moken avec sa fille. Là-bas, elles observèrent les enfants jouer dans l'eau d'une manière qui semblait presque irréelle. Les enfants plongeaient avec les yeux complètement ouverts, nageaient librement et ramassaient des coquillages au fond de l'eau comme si cela ne demandait aucun effort. Après de nombreux tests, Anna Gislen arriva à une conclusion surprenante. Les yeux des enfants n'avaient pas évolué génétiquement. Au lieu de cela, ils avaient appris à contrôler leurs pupilles et les muscles de leurs yeux d'une manière très particulière. Grâce à des années d'entraînement naturel dans l'eau, ils pouvaient ajuster leur vision pour voir clairement sous l'eau. Autrement dit, cette capacité apparemment surhumaine n'était pas le résultat d'une mutation. Elle était le fruit de l'apprentissage, de l'expérience et d'un mode de vie entièrement lié à la mer. Mais aussi impressionnant que soit le peuple Moken, il n'est pas le seul à posséder des capacités étonnantes. En Afrique, il existe une tribu connue pour une aptitude totalement différente, une aptitude liée à la douleur, au courage et au miel. As-tu déjà entendu parler du peuple Hadza ? Imagine des personnes si intrépides qu'elles mangent des rayons de miel alors que les abeilles sont encore dessus. Les Hadza font partie des dernières communautés de chasseurs-cueilleurs d'Afrique. Ils vivent au sud de l'équateur, entre le lac Eyasi en Tanzanie et les bordures de la grande vallée du Rift. Leur population est relativement petite, environ 1300 personnes, mais leur mode de vie a très peu changé depuis des milliers d'années. Alors que de nombreuses sociétés ont adopté l'agriculture ou les villes, les Hadza vivent encore presque exactement comme leurs ancêtres. Les hommes fabriquent eux-mêmes leurs armes de chasse. Leurs arcs sont faits de bois solide et les cordes proviennent de tendons d'animaux séchés. Les flèches sont taillées dans des branches légères et leurs pointes sont souvent faites de pierres aiguisées. Mais le détail le plus fascinant est le poison qu'ils appliquent sur ces pointes. Ce poison provient de certaines plantes et écorces d'arbres. Lorsqu'un animal est touché par l'une de ces flèches, il a très peu de chances de survivre. Pour les Hadza, la chasse n'est pas seulement un moyen de trouver de la nourriture, elle fait partie de leur identité. Presque chaque jour, des groupes d'hommes partent chasser dans la savane et la forêt. Lorsqu'ils attrapent un animal, ils allument souvent un petit feu sur place et mangent une partie de la viande immédiatement. Le reste est partagé plus tard avec le reste du groupe. Contrairement à de nombreuses cultures modernes, ils ne stockent presque jamais de nourriture. La nature autour d'eux offre suffisamment de ressources pour qu'ils puissent recommencer chaque jour. Leur alimentation comprend de la viande, des racines, des fruits sauvages, des baies et des fruits du baobab. Mais l'un des aliments les plus précieux pour eux est le miel. Et c'est justement là qu'apparaît l'une de leurs compétences les plus incroyables. Les ruches, Yétaran se trouvent acquis souvent très haut dans les immenses baobabs. Ces arbres peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes et leurs troncs sont épais et difficiles à escalader. En plus de cela, les abeilles tatiens qui protègent ces ruches sont extrêmement agressives. Mais les Hadza n'ont pas peur. Leur secret implique un petit oiseau appelé indicateur de miel. Lorsque les Hadza cherchent du miel, ils émettent certains appels et sifflements. Ces sons attirent l'oiseau. L'animal commence alors à voler de branche en branche, comme s'il montrait le chemin. Les chasseurs suivent à l'oiseau à travers la forêt. Finalement, il les conduit directement à une ruche. Une fois arrivés, ils allument un petit feu. La fumée calme les abeilles et permet de récupérer le miel. Après avoir pris le miel, ils laissent derrière eux des morceaux de cire et des restes de rayons.
c'est la récompense de l'oiseau. Cette coopération entre humains et animaux est l'un des exemples les plus étonnants de collaboration dans la nature. Certains chercheurs pensent aussi que les Hadza pourraient avoir développé une tolérance particulière aux piqûres d'abeilles. Beaucoup d'entre eux semblent ressentir très peu de douleur lorsqu'ils sont piqués. Mais malgré tout cela, il existe un autre peuple dont la force physique est devenue célèbre dans le monde entier. Ce peuple vient de Polynésie orientale. Leurs ancêtres ont atteint la Nouvelle-Zélande entre environ 1320 et 1350. Aujourd'hui, nous les connaissons sous le nom de Maoris. Les Maoris arrivèrent sur les côtes de la Nouvelle-Zélande après de longues traversées en grand canoë, emportant avec eux non seulement des outils et des provisions, mais aussi une culture entière, des récits, des chants, une langue et une manière de voir le monde. Au fil des générations, différentes communautés se formèrent dans plusieurs régions. Chaque groupe développa ses propres particularités, mais tous conservèrent un lien profond avec la terre et avec l'esprit de leurs ancêtres. Ce qui frappe immédiatement chez les Maoris, c'est la puissance de leur expression culturelle. Leur art, leur sculpture, leurs tatouages, leurs chants et leurs danses ne sont pas de simples décorations, ce sont des messages vivants. Ils racontent qui ils sont, d'où ils viennent et ce qu'ils protègent. Et parmi toutes leurs traditions, il y en a une que presque tout le monde a déjà vue au moins une fois, même sans connaître son origine, le haka. Le haka n'est pas seulement une danse, c'est une déclaration, une façon de dire « nous sommes ici, ensemble, et nous ne reculerons pas ». Il est exécuté avec des mouvements forts et synchronisés, des frappements de pieds, des claquements de mains contre le corps et des cris scandés qui résonnent comme un tonnerre. Les visages se transforment, yeux grands ouverts, langue tirée, mâchoire tendue. Pour quelqu'un qui découvre cela pour la première fois, l'effet peut être saisissant. Mais pour les Maoris, cette intensité a un sens. Le haka peut servir à accueillir des invités, à rendre hommage, à célébrer un événement important ou à préparer un groupe à un moment difficile. Historiquement, il était aussi lié au combat, car il renforçait l'unité et le courage avant une bataille. Pendant des siècles, les Maoris furent réputés pour leur discipline guerrière. De nombreux récits venus d'Europe décrivent des combattants résolus, stratégiques et capables d'endurer des conditions extrêmes. La formation commençait tôt. Apprendre à manier des armes traditionnelles, à se déplacer en groupe, à tenir sa position, à lire le terrain. Et au-delà de la force, il y avait aussi l'esprit. La capacité à rester calme quand tout autour devenait chaos. Malgré les épreuves, malgré la colonisation et les tentatives de faire disparaître leur langue et leurs coutumes, les Maoris ont résisté. Aujourd'hui encore, leur culture reste essentielle à l'identité de la Nouvelle-Zélande et leurs traditions continuent d'être transmises. Mais si tu crois que les expressions corporelles maoris sont impressionnantes, attends de découvrir une communauté qui, elle, a choisi de ressembler à quelque chose de bien plus inquiétant. Au cœur de la province de Simbu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vit un groupe souvent surnommé le peuple squelette. Ce nom ne vient pas d'une métaphore. Lors de certaines cérémonies, ils peignent leur corps en noir et blanc de manière à imiter des os, comme si un squelette dansait sous la peau. Selon une légende locale, cette tradition aurait commencé il y a environ 200 ans. À cette époque, plusieurs chasseurs seraient répartis dans les montagnes et n'auraient jamais été revus. Le village, inquiet, envoya un groupe de guerriers pour comprendre ce qui s'était passé. Après une longue marche, ils auraient découvert une grotte remplie d'ossements. L'endroit semblait déjà sinistre, mais le récit va encore plus loin. On raconte qu'une énorme créature se cachait dans la grotte. Les guerriers auraient essayé de se dissimuler dans des fissures rocheuses, mais ils comprirent vite qu'ils ne pourraient pas rester là indéfiniment. Alors, ils eurent une idée, se recouvrir de terre blanche et noire pour ressembler aux ossements au sol, comme s'ils faisaient eux-mêmes partie des morts. Ils attendirent le moment où la créature s'endormit, puis se glissèrent hors de la grotte et retournèrent au village. Qu'on y croie ou non, cette histoire a nourri une tradition. La peinture squelette est devenue un symbole de mémoire, de ruse et de survie. Elle apparaît dans des danses rythmées par des tambours, des chants et des gestes codés, comme si chaque mouvement racontait encore la fuite, la peur, puis la victoire. Et maintenant, après ces histoires de mer, de forêt et de montagne,
Voici une tribu dont la célébrité a traversé le monde entier, en grande partie grâce à une capacité physique qui semble défier la gravité. Les Maasai. On les reconnaît souvent à leurs vêtements rouges, à leur parure et à leur présence fière dans les paysages d'Afrique de l'Est. Ils vivent principalement au Kenya et en Tanzanie, dans des régions où la savane s'étend à perte de vue. Leur mode de vie traditionnel est lié au bétail. Les vaches sont au centre de leur richesse, de leurs rituels et de leur identité. Chez les Maasai, la valeur d'un homme a longtemps été associée temporairement au nombre de têtes de bétail qu'il possède, mais aussi à la taille de sa famille. Plusieurs épouses, de nombreux enfants et un troupeau important étaient des signes de puissance sociale. Chaque épouse construisait sa propre maison au sein de l'enclos familial et une hiérarchie existait entre elles, la première ayant souvent le statut le plus élevé. Mais ce qui fascine le plus le monde extérieur, c'est souvent leur danse du saut, connue pour ses bonds verticaux impressionnants. Les jeunes guerriers se rassemblent, forment un cercle et l'un après l'autre, ils sautent droit vers le ciel, le corps tendu, comme s'ils essayaient de toucher quelque chose d'invisible au-dessus d'eux. Ils ne prennent pas d'élan, ils ne courent pas. Ils montent et redescendent avec une régularité hypnotique. Pour un observateur, cela ressemble à un défi lancé aux lois de la nature. Et la question revient toujours. Comment font-ils? Une partie de la réponse se trouve peut-être dans leur corps, dans leur entraînement quotidien et dans leur alimentation traditionnelle, riche en produits issus du bétail. Lait, viande, graisse et parfois même sang, prélevés sans tuer l'animal. Ce mélange est parfois utilisé lors de cérémonies ou pour aider quelqu'un à reprendre des forces. Mais même si les Maasai sont mondialement connus, il existe des tribus dont la réputation est beaucoup plus floue, presque entourée de rumeurs. Des peuples dont l'existence même a longtemps été ignorée et dont certaines images sur Internet font douter tout le monde. Et c'est exactement là que notre histoire devient encore plus étrange. Avant de passer au prochain peuple, imagine un instant que quelqu'un te montre une photographie étrange. Sur cette image, on voit des hommes semblant courir ou marcher le long d'une surface presque verticale, comme s'ils se déplaçaient sur un mur. Pas en sautant simplement, mais comme si la gravité elle-même ne fonctionnait plus normalement. Sur Internet, certaines images prétendent montrer un groupe tribal capable de réaliser ce genre de prouesse. Contrairement aux Maasai, qui sautent très haut, ces hommes sembleraient utiliser une technique particulière leur permettant de grimper et de se déplacer sur des surfaces abruptes avec une facilité presque impossible. Évidemment, beaucoup de gens pensent que ces images ont été retouchées ou qu'elles font partie d'une histoire exagérée. Les photographies qui circulent en ligne peuvent facilement être modifiées et il est parfois difficile de distinguer la réalité de la fiction. Mais ces rumeurs soulèvent une question intéressante. Si certaines cultures vivent isolées pendant des milliers d'années dans des environnements très spécifiques, pourraient-elles développer des techniques physiques ou des compétences que le reste du monde ne connaît pas? L'histoire humaine montre que c'est parfois possible. Et cela nous amène à un peuple dont l'existence n'a été confirmée par le monde extérieur que relativement récemment. Il s'agit du peuple Korowai, qui vit dans les forêts tropicales de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jusqu'aux années 1970, presque personne en dehors de leur région n'avait entendu parler d'eux. Ils vivaient profondément à l'intérieur de la jungle, dans un environnement dense et difficile d'accès, où les rivières serpentent entre des arbres immenses et où la végétation est si épaisse que la lumière du soleil atteint parfois à peine le sol. Ce qui rend les Korowai particulièrement fascinants, c'est la manière dont ils construisent leurs habitations. Contrairement à la plupart des peuples, ils ne bâtissent pas leurs maisons sur le sol. Ils les construisent dans sillons dans les arbres. Certaines de ces habitations sont perchées à plus de 40 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de plusieurs étages. Pour atteindre ces maisons, il faut grimper par une simple échelle faite de branches et de troncs taillés. Les structures elles-mêmes sont construites à partir de matériaux entièrement naturels. Le plancher et les murs sont souvent faits avec l'écorce du palmier sagou, une plante essentielle dans la région. Les toits sont recouverts de grandes feuilles tressées qui protègent de la pluie tropicale. Souvent, un immense arbre banyan sert de support principal à toute la structure.
Pour un observateur extérieur, ces constructions semblent presque incroyables. Beaucoup de chercheurs se sont demandé comment une communauté vivant sans machines modernes pouvait concevoir et bâtir de telles structures suspendues. Mais pour les Korowai, cette manière de vivre est tout à fait normale. La raison principale de ces maisons élevées est la sécurité. Dans la jungle, vivre en hauteur permet de se protéger des animaux dangereux, des insectes et autrefois aussi d'éventuels ennemis. Lorsque les premiers scientifiques entrèrent en contact avec eux au cours des années 1970, ils découvrirent une société très méfiante envers les étrangers. Beaucoup de membres de la tribu croyaient que les personnes venant de l'extérieur pouvaient transporter des esprits maléfiques ou des influences dangereuses. Les croyances spirituelles occupent une place très importante dans leur vision du monde. Pendant longtemps, certaines maladies étaient interprétées comme l'œuvre d'esprits ou de démons. Dans certains cas, lorsqu'une personne était soupçonnée d'être possédée par un esprit malveillant appelé Kakua, les conséquences pouvaient être extrêmement graves. On pensait que pour protéger la communauté, il fallait éliminer cette présence maléfique. C'est pour cette raison que le peuple Korowai a longtemps été associé à des pratiques de cannibalisme rituel. Selon leurs croyances traditionnelles, manger le corps d'une personne possédée permettait de détruire le démon responsable de la maladie. Aujourd'hui, cependant, la plupart des membres de cette communauté ont abandonné ces pratiques. Lors d'un épisode du podcast de Joe Rogan, l'explorateur Forrest Gallant évoqua ce peuple et expliqua que, malgré ces traditions anciennes, les Korowai semblaient rarement souffrir de certaines maladies qui apparaissent ailleurs dans le monde. Les chercheurs pensent que cela pourrait être lié à leur isolement. Pendant très longtemps, ils ont vécu loin des virus et bactéries introduits par la mondialisation. Une autre explication possible est que ces rituels n'étaient pas fréquents et ne concernaient que des situations très spécifiques. Quoi qu'il en soit, il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde. Les Korowai sont des chasseurs extrêmement compétents. Avec des arcs et des flèches qui peuvent sembler simples, ils réussissent à atteindre des animaux dans l'épaisse végétation de la jungle avec une précision remarquable. Ils connaissent parfaitement leur environnement, savent où se trouver les animaux, quelles plantes peuvent être consommées et comment se déplacer silencieusement à travers la forêt. Mais ils sont aussi très protecteurs de leur territoire. Pendant longtemps, toute personne entrant dans leur région sans invitation pouvait être considérée comme une menace. Cependant, les Korowai ne sont pas les seuls à défendre farouchement leurs terres. Dans les forêts d'Afrique centrale vit un autre groupe de peuples qui, depuis des siècles, a appris à survivre dans l'un des environnements les plus denses et les plus complexes du monde. Ces peuples sont souvent appelés les Pygmées. En réalité, ce terme regroupe plusieurs communautés différentes. Parmi elles se trouvent les Mbuti, qui vivent dans la forêt d'Ituri au nord de la République démocratique du Congo. Il y a aussi les Aka, présents en République centrafricaine et dans le nord du Congo, ainsi que les Baka, que l'on trouve dans le sud du Cameroun. Au total, ces peuples représentent entre environ 130 000 et 170 000 personnes. Ce qui attire souvent l'attention chez eux, c'est leur taille. Beaucoup d'hommes adultes mesurent rarement plus d'1,50 m. Mais cette petite taille ne doit pas être confondue avec de la faiblesse. En réalité, ces chasseurs possèdent une force physique impressionnante. Comme ils vivent en tant que chasseurs-cueilleurs, ils passent la plupart de leur journée à marcher, grimper, transporter et suivre des animaux à travers la forêt. Ce mode de vie développe naturellement leur musculature et leur endurance. Dans un épisode du podcast de Joe Rogan, un invité raconta qu'il avait rencontré des chasseurs pygmées au cœur de la forêt tropicale. Il expliqua qu'il avait été étonné par leur force et leur agilité. Même les individus qui semblaient petits étaient capables de se déplacer avec une rapidité et une endurance remarquables. Mais leur vie n'a pas toujours été facile. Dans certaines régions, ils ont été persécutés par d'autres groupes humains. Certains peuples voisins les considéraient comme des proies faciles à cause de leur taille. Il existe même des récits tragiques de tribus violentes qui capturaient des pygmées pour les tuer. Face à ces dangers, ces communautés ont dû apprendre à se défendre et à protéger leurs familles. Les hommes deviennent d'excellents chasseurs et savent utiliser des filets, des lances ou des arcs pour capturer du gibier. Un autre élément très important de leur alimentation est le miel. Pour en récolter, ils grimpent parfois à plus de 30 mètres de hauteur dans les arbres
afin d'atteindre les ruches cachées dans les branches. Une fois arrivés en haut, ils utilisent souvent de la fumée pour calmer les abeilles avant de récupérer les rayons de miel. Mais les pygmées ne sont pas les seuls à avoir dû se protéger contre des tribus hostiles. Dans certaines régions du monde, des peuples ont choisi une stratégie très différente. Au lieu de fuir leurs ennemis, ils ont décidé de devenir tellement effrayants que personne n'oserait les attaquer. Et c'est exactement l'histoire d'un groupe très particulier de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les célèbres hommes debout d'Assaro. Les hommes debout d'Assaro comptent au monde parmi les groupes les plus étranges et les plus fascinants de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Lorsqu'on les voit pour la première fois, ils ressemblent presque à des créatures venues d'un autre monde. Leur corps est entièrement recouvert d'une argile gris clair et ils portent d'énormes masques aux yeux exagérément grands, avec des dents pointues et des expressions inquiétantes. Certains attachent même des morceaux de bambou aiguisés à leurs doigts pour donner l'impression d'avoir de longues griffes. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette apparence terrifiante n'a pas été créée pour attaquer les autres tribus. Elle a été inventée pour éviter les combats. Selon une histoire transmise depuis des générations, cette tradition remonterait à environ 2 siècles. À cette époque, les Hazaros vivaient assez discrètement dans la jungle. Un jour, une tribu plus puissante les attaqua. Les habitants durent fuir et se cachèrent dans la rivière Hazaro toute proche. Lorsqu'ils sortirent de l'eau, leur corps était couvert de boue blanche et grise. Lorsque leurs poursuivants arrivèrent sur la rive, ils aperçurent ces silhouettes étranges surgir de la brume, couvertes d'argile et silencieuses. Les attaquants crurent voir les esprits des guerriers qu'ils pensaient avoir tués. Pris de panique, ils s'enfuirent immédiatement. Les Hazaros comprirent alors qu'ils pouvaient utiliser cette peur comme protection. Depuis ce jour, ils ont continué à se couvrir de boue et à fabriquer des masques effrayants pour leurs cérémonies et leurs danses traditionnelles. Ce qui avait commencé comme une ruse pour survivre est devenu une partie essentielle de leur identité culturelle. Lorsque l'on regarde toutes ces histoires, les plongeurs Moken, les chasseurs Hadza, les guerriers Maoris, les sauteurs Maasai, les bâtisseurs de maisons dans les arbres Korowai ou les mystérieux hommes de boue, on comprend quelque chose d'extraordinaire. L'humanité est incroyablement diverse et adaptable. Chaque culture développe les compétences dont elle a besoin pour survivre dans son environnement. Ce qui peut sembler impossible pour nous est parfois simplement le résultat de générations d'apprentissage et d'adaptation. Et quelque part, dans des forêts profondes, sur des îles isolées ou dans des montagnes reculées, il existe peut-être encore des peuples dont nous ne savons presque rien. Des peuples qui possèdent peut-être encore des capacités capables de nous surprendre.